Bonjour. Toute la presse européenne souligne ce matin l'horreur de ce qui s'est produit à Bologne, le véritable massacre de 76 personnes. L'explosion était bien d'origine criminelle et toute l'Italie est en état de choc ce matin. L'explosion a pris les dimensions d'une affaire d'État. Nous rejoindrons notre correspondant à Rome, Claude Brovelli. Les Jeux Olympiques, c'est fini, mais le mouvement olympique survivra-t-il aux événements de ces dernières semaines ? Alain Escoubet revient de Moscou et il nous dira tout à l'heure ce qu'il en pense. Ce sont les deux principaux titres d'un journal où nous évoquerons dans un instant l'ensemble de l'actualité en compagnie de Daniel Duigou. Nous parlerons cinéma également tout à l'heure. Mais tout de suite, donc, commençons par le drame que vient de vivre l'Italie, cette explosion en gare de Bologne. Le bilan est donc terrible, 76 morts et plus de 200 blessés. Il s'agit bien d'un acte criminel, d'abord revendiqué par un mouvement d'extrême droite, les Noyaux armés révolutionnaires, mais ce mouvement a démenti quelques heures plus tard. En tout cas, l'émotion est immense en Italie, où l'on est pourtant presque habitué au terrorisme, pourrait-on dire. Ce matin, une grève générale de 4 heures a été observée dans toute la région de Bologne, même dans toute l'Italie, et des manifestations sont prévues à Rome, à Milan et à Turin. Manifestations à l'appel des syndicats, mais aussi à l'appel de mouvements d'extrême gauche italienne. Pendant toute la journée d'hier, des gerbes de fleurs ont été déposées près de ce qui reste de la gare de Bologne, pas grand-chose. On attend une déclaration du Premier ministre italien sur cette affaire. Sur place, notre correspondant permanent, Claude Brovelli. L'enquête sur la tragédie de Bologne s'annonce difficile, même si elle est circonscrite aux groupuscules d'extrême droite déjà connus de la police. Les indices sont minces. Deux jeunes gens auraient été vus quelques minutes avant l'explosion quitter la salle d'attente de la gare de Bologne. Dans le monceau de débris, la police scientifique a retrouvé ce qui pourrait être la minuterie de la bombe et diverses preuves de sa composition réalisées par des spécialistes très avertis en matière d'explosifs. De plus, l'enquête a pris du retard car on n'a pas voulu croire au début à un attentat politique criminel. On cherche maintenant à savoir si les poseurs de bombes sont locaux, ils ont toujours été très actifs en Toscane, ou bien si ce sont des spéciaux venus de Rome, voire comme l'affirment certains journaux ce matin, avec la complicité du terrorisme noir, allemand et français. Des journaux qui constatent que les plus grands drames du terrorisme italien depuis plus de 10 ans sont restés soit impunis, soit dilués dans un appareil judiciaire impuissant et empirique. L'attitude du gouvernement italien, qui répond du drame aujourd'hui devant le Sénat à Rome, est indécise, voire embarrassée, et contraste avec les images douloureuses montrées à la télévision et les témoignages poignants publiés dans tous les journaux. Malgré ce chiffre de 84 morts et plus de 200 blessés, les responsables italiens se comportent comme si ce n'était pas la plus grande tragédie terroriste qu'ait vécu le pays. Une escalade commencée en 1969 à Milan et dont rien ne dit qu'elle vient d'atteindre son point culminant. Les millions d'Italiens en vacances sur les plages ne sont pas plus déstabilisés que la classe politique. C'est peut-être une façon de ne pas tomber dans la tactique terroriste, mais c'est une attitude à court terme et d'un danger incalculable. Claude Brovelli, TF1. Oui, cette population italienne est quand même un peu traumatisée par ce qui s'est passé à Bologne. Ainsi, hier soir, en gare de Naples, il y avait de la fumée sous un train à la suite de l'échauffement des freins. Il y a eu un mouvement de panique dans la foule et 3 personnes ont été blessées. L'autre événement du week-end, c'était, vous le savez, la fin des Jeux Olympiques de Moscou. Comme prévu, l'URSS a raflé beaucoup de médailles, 195. La France, pour sa part, en ramène 14 seulement, malgré le boycottage américain. Vous avez vu toutes les images des exploits, des records et des tricheries. Vous connaissez tous les bilans de ce que certains ont appelé les Jeux de la honte. Georges Marchais, lui, affirme de son côté que Moscou restera une date importante dans l'histoire du mouvement olympique. Alors justement, on s'interroge maintenant, aujourd'hui, sur l'avenir de cet olympisme. Alain Escoubet, vous avez suivi toutes les épreuves de Moscou. Alors, à votre avis, est-ce que les Jeux Olympiques de Los Angeles auront lieu et est-ce qu'ils auront lieu dans leur forme actuelle ? Bien, à partir d'aujourd'hui, il nous reste exactement 4 années pour débattre de cette question et il est probable qu'au fil des mois, les réponses se modifieront en fonction des décisions, des événements sportifs ou extrasportifs. Mais à l'issue de ces Jeux de Moscou 1980, on peut envisager les choses avec un certain optimisme, car en dépit de tous les problèmes qui se sont posés, l'olympisme, une fois encore, a survécu.
Oui, il y a eu des absents et beaucoup d'épreuves s'en sont ressenties. Oui, une quinzaine de pays ont refusé le rituel classique. Oui, les délégations occidentales ont continué de condamner les exactions soviétiques, la démarche française ayant été d'ailleurs à cet égard la plus active. Mais enfin, qui peut dire aujourd'hui qu'au plan sportif, olympique et même quotidien, tout ne s'est pas bien passé à Moscou? Organisation remarquable, performance digne de celle du passé, pas d'incidents notoires, une sécurité efficace, et s'il n'y avait eu cette espèce de liberté surveillée horripilante, qui pourrait dire aujourd'hui que tout n'a pas été parfait? En tout cas, les athlètes, eux, ont joué le rôle qu'on leur demandait, et grâce à eux, donc, le mouvement olympique s'est maintenu. Nul doute, bien sûr, que les modifications amorcées à Moscou vont, pendant les 4 ans qu'il nous reste avant Los Angeles, se multiplier. La notion de nationalité, par exemple, va probablement complètement disparaître. Désormais, on ne comptera plus les médailles par pays, mais par champion. Les cérémonies perdront de leur amplitude. On sait par exemple que M. Saramanch, le nouveau président du Comité olympique international, a l'intention d'annuler les remises de médailles sur le terrain pour qu'elles soient toutes décernées quotidiennement le soir, après les épreuves, au village olympique. Quant au lieu des prochains Jeux, il demeure pour l'heure Los Angeles, mais la solution Olympie n'est pas encore écartée. En réalité, dans la mesure où nous avons la conviction que le mouvement olympique est maintenu, toutes ces questions sont plutôt du domaine du détail. Une seule, en fait, est importante à l'heure d'aujourd'hui. Quelle sera l'attitude des Soviétiques à l'égard des Jeux de 1984 ? Le vice-président exécutif du comité d'organisation des Jeux de 1980, M. Vladimir Popov, a toujours répété qu'il était hors de question pour les Soviétiques de ne pas participer aux prochains Jeux. En revanche, il se pourrait qu'ils boudent certaines compétitions moins importantes, comme ils l'ont fait déjà par le passé, pour d'ailleurs des raisons politiques. Par ailleurs, on sait que les Soviétiques n'ont guère envie de se rendre au congrès du CIO qui se tiendra en 1981 à Baden-Baden. Mais en définitive, leur volonté de suivre la politique du CIO l'emportera probablement et ils ne devraient pas être absents des prochains Jeux olympiques. Et même si cela était, les luttes sportives ne seraient-elles pas aussi belles qu'elles l'ont été cette année, les exploits aussi grands, les performances aussi remarquables? Quoi qu'il en soit, le sport déjà vainqueur de la dernière Olympiade devrait enlever une fois encore la médaille d'or de la prochaine. Avant de voir la suite de l'actualité, quelque chose qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, la météo, et apparemment ça va se gâter. Cet après-midi, il y aura encore quelques orages sur les Alpes et en Corse, il y aura des nuages et il pleuvra sur les côtes de la Manche. Ailleurs, toujours du soleil et de la chaleur, mais demain, une zone de nuages va traverser une grande partie de la France. Il y aura demain quelques averses un peu partout et après le passage de cette zone, le temps sera beaucoup moins chaud que ce week-end. Voyons maintenant l'ensemble des autres informations de ce lundi avec Daniel Duicou. Le premier incendie de l'été près de Grasse n'est toujours pas maîtrisé. Il s'est déclaré hier soir et depuis ce matin, 5 avions canadaires renforcent le dispositif militaire qui a été mis en place. Une centaine d'hectares a été pour l'instant détruit, mais le feu se serait aux dernières nouvelles stabilisé. Les vacances du mois d'août ont mal commencé pour une dizaine de familles à Cannes. Elles se sont présentées en effet à la même heure devant le même appartement qu'elles avaient loué avec enfants, chiens et bagages. L'affaire s'est bien sûr réglée au commissariat et là on s'est aperçu que la propriétaire de l'appartement, Madame Jeanne Kern, qui a 60 ans, n'était pas à son premier coup. D'autres vacances perturbées, mais cette fois encore, c'est pour d'autres raisons. 11 attentats ont été commis la nuit dernière près d'Ajaccio et de Bastia. 9 d'entre eux visaient des transformateurs EDF. Autre inquiétude, le cyclone Allen menace l'île de la Martinique ainsi que Sainte-Lucie. Il avance à la vitesse de 35 km/h avec des vents soufflant à 140 km/h. En social, toujours pas de solution dans le conflit de pêche à Boulogne-sur-Mer. Il oppose les armateurs aux pêcheurs. Les premiers invoquent les augmentations de charges pour diminuer les équipages sur les bateaux. Quant aux deuxièmes, eh bien, ils refusent de faire les frais de la crise et ils bloquent le port. Résultat, un seul chalutier est parti dimanche. Les 44 autres sont restés au port avec leurs 900 marins. Brigitte Matron. Soutenus par les syndicats CGT et CFDT, les marins-pêcheurs s'opposent à la réduction des équipages, réduction souhaitée par les armateurs depuis plusieurs mois. Ces derniers invoquent l'augmentation de leurs frais d'exploitation due surtout au prix du pétrole. Le ministre de tutelle, Joël Le Teul, serait prêt à apporter une aide financière pour les carburants, mais dans la limite des règlements du marché commun et à condition que les armateurs réalisent des économies de gestion. Elle passerait notamment par la diminution des effectifs embarqués, 4 hommes en moins sur les grosses unités, 2 hommes en moins sur les petites. Vendredi, le tribunal de Boulogne-sur-Mer ordonnait le libre accès aux équipages désirant gagner leur navire. Des manifestants bloquaient en effet la sortie du port après le désarmement de plusieurs bateaux il y a 10 jours. Malgré cela,
Les chalutiers étaient presque tous à quai ce week-end et ce matin, la flottille entière ne prenait pas la mer. Le conflit persiste donc dans le premier port de pêche français où les syndicats laissent entendre qu'ils pourraient bientôt empêcher les importations de poissons transitant par leur port. Remous chez les jésuites. Le pape Jean-Paul II a demandé en effet au supérieur général, le révérend père Pedro Arrup, de surseoir à sa démission. Il y a quelques mois, le pape avait critiqué les orientations progressistes qui se font jour depuis plusieurs années à la Compagnie de Jésus. Iran. Une commission sera peut-être prochainement créée pour préparer le procès des otages américains. Le Parlement iranien a en tout cas décidé d'examiner cette proposition d'un député. Une chose est sûre, l'ayatollah Khomeini n'est pas du tout d'accord avec la démarche du pape Jean-Paul II qui lui a demandé que l'on respecte les chrétiens en Iran. L'ayatollah Khomeini lui a répondu qu'il devrait plutôt s'occuper des jeunes Iraniens qui, selon lui, sont actuellement torturés dans les prisons aux États-Unis. À Tel Aviv, ce matin, un attentat, une voiture piégée a fait un mort. Il n'y aura pas d'élection anticipée en Israël. Les ministres israéliens sont tombés en effet d'accord pour dire qu'il n'y avait aucune nécessité, pour l'instant du moins. Quant à la réponse de M. Begin au président Sadat, après le vote proclamant Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, elle sera donnée demain. Le président Sadat a décidé, je vous le rappelle, d'interrompre les négociations sur l'autonomie palestinienne, mais M. Begin a l'intention de lui rappeler que le mois dernier, le Parlement égyptien avait adopté une résolution proclamant que Jérusalem était arabe. Julien Galeotti, notre correspondant permanent à Beyrouth, a rencontré le responsable de l'OLP à propos de l'annexion de Jérusalem. C'est un pas très fasciste, c'est un pas très intransigeant, c'est un pas illégal parce que c'est contre l'opinion publique mondiale, c'est contre la légalité internationale et c'est contre les sentiments du peuple des Palestiniens en Jérusalem, contre les sentiments des chrétiens et des musulmans dans tout le monde. Et nous croyons que c'est un pas ridicule et c'est un pas qui montre la mentalité de Begin et la mentalité du clic sioniste en Israël. Est-ce que vous avez peur d'une confrontation à brève échéance ? Bien sûr, nous sommes toujours pour la paix, nous ne sommes pas pour une guerre et nous avons bien sûr peur d'une nouvelle confrontation parce que ce sera une guerre destructive et ce sera une guerre peut-être nucléaire parce que ça peut aussi engager les grandes puissances dans une telle guerre comme cela. Et nous croyons que c'est à l'opinion publique mondiale, c'est aux communautés européennes, aux pays de neuf, de rester fermes contre les Israéliens et de montrer les Israéliens qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans la région parce que Israël vit sur les aides et sur l'appui de l'Europe et des États-Unis. On parle beaucoup en ce moment de l'interféron. C'est une substance nouvelle mais naturelle qui pourrait servir dans la lutte contre certains cancers si on arrivait à la produire en quantité suffisante, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. La production d'interféron est en effet extrêmement difficile et surtout coûteuse. Peu de laboratoires s'y risquent. Pour le moment, c'est un petit laboratoire privé au sud de l'Allemagne qui en produit la plus grande quantité. Eh bien, Bernard Volker s'y est rendu sur place pour faire le point sur l'interféron. Le laboratoire du docteur Henschler était spécialisé dans la production d'aspirine lorsque son propriétaire entendit parler en 1971 de la découverte de l'interféron par un savant britannique. L'interféron est une substance produite par les cellules humaines pour les protéger lorsqu'elles sont attaquées par un virus. Friedrich Henschler pensa utiliser l'interféron dans des médicaments contre le rhume et se lança dans la production industrielle. Mais peu après, les savants américains annonçaient que l'interféron pouvait aider aussi à la lutte contre le cancer. Les Swabs réagirent rapidement et décidèrent d'investir avec l'aide de l'État 15 millions de marks, soit 35 millions de francs, dans la production industrielle de l'interféron. À l'origine, une cellule de la peau d'un bébé new-yorkais qui se divise sans arrêt dans le laboratoire. Les cellules sont soumises à une fausse agression virale et produisent de l'interféron en quantité très minime qu'il faut ensuite purifier. L'interféron n'est pas encore en vente. Il est essayé dans différents hôpitaux. Les premiers résultats ont montré une diminution des tumeurs chez 21 malades sur les 38 traités aux États-Unis. En Suède, 70% des malades atteints d'un cancer de la moelle osseuse traités par l'interféron vivent 3 ans après le début de la maladie.
Avec le traitement normal, il ne serait plus que 20%. Il est certain que l'interféron ne peut être efficace que pour un nombre limité de maladies virales ou cancéreuses, si on le donne assez tôt et à forte dose. On verra plus tard s'il peut être associé à la chimiothérapie. Nous recevons beaucoup de lettres de cancéreux qui veulent obtenir de l'interféron. En général, ces patients et aussi les parents des malades se montrent très compréhensifs. Ils savent que ce médicament est encore à l'essai et que son efficacité n'est pas prouvée à 100%. Ils savent aussi que nous n'en avons qu'une quantité très limitée. Mais il est très difficile d'enlever à ces gens leur dernier espoir. L'interféron éveille de grands espoirs, mais les essais doivent se poursuivre encore longtemps avant que l'on connaisse bien tous ses effets. Dans 5 ans, ce laboratoire de Laupheim pourra produire assez d'interférons pour traiter seulement 200 à 300 personnes par an. Mais si les essais cliniques sont couronnés de succès, il ne fait aucun doute que la production pourra être augmentée, en particulier par les géants de la chimie qui n'ont pas encore fait les efforts de la petite usine de Laupheim. Les opérations de pompage du pétrole du Tagno sont retardées. On met actuellement en place une colonne qui doit assurer la liaison entre les navires de surface et le fond où gît l'épave retournée du pétrolier. Ces opérations nécessitent l'intervention de plongeurs qui travaillent dans des conditions très difficiles en raison notamment du courant. On a souvent parlé de cobayes à propos de ces hommes. Pourtant, des recherches très sérieuses sont effectuées sur les réactions de l'organisme, comme par exemple à Toulon, au centre hyperbare de la Marine nationale qui vient d'être inauguré. Notre envoyé spécial, Michel Chevalet. Cet énorme cylindre d'acier est un caisson dans lequel on reproduit la pression régnant sous l'eau aux grandes profondeurs. Car à chaque fois que l'on descend de 10 mètres, elle augmente d'1 atmosphère. Nous sommes donc au centre hyperbare du GISMER de la Marine nationale à Toulon, une nouvelle installation qui n'a rien à envier à celle des Canadiens et des Américains. Cet ensemble de caissons va servir à l'entraînement des plongeurs de la Marine nationale et d'outils de recherche pour étudier le comportement de l'homme à de très grandes profondeurs, entre 300 et 450 mètres. Autrement dit, à s'assurer que l'organisme humain peut y vivre et surtout y travailler. Mais à Toulon, on a vu encore plus loin, puisque cet équipement permettra d'atteindre la profondeur fictive de 1000 mètres. 1000 mètres, cela représente la pression colossale de 100 atmosphères. On croit rêver, ou plutôt, ne cherche-t-on pas le record pour le record? Enfin, on n'aime pas beaucoup parler de record, c'est-à-dire on fait des manipes de pointe qui permet par la suite d'exploiter cette opération de pointe. Et alors on travaille dans une tranche inférieure pour permettre ensuite d'arriver à cette profondeur d'une façon opérationnelle. Oui, actuellement au cours de l'opération Janus 4, des plongeurs sont descendus à 650 mètres en caisson. Et en mer, l'opération a permis une sortie à 460 mètres avec l'exécution d'un travail sur une tête de puits. Seulement, d'un exploit à la réalité quotidienne, il y a un large fossé. Par exemple, à partir de 300 mètres apparaissent des troubles nerveux, à 450 mètres des difficultés respiratoires. Et si les 300 mètres sont bien acquis, il reste à bien maîtriser la tranche 300, 450 mètres. Est-ce qu'il y a une limite ? À l'heure actuelle, la limite de 650 sera difficile à dépasser, compte tenu notamment des mélanges gazeux à haute densité, qu'on pourra, eux, peut-être dépasser grâce à l'utilisation d'hydrogène. Mais c'est encore d'un domaine d'utilisation extrêmement délicat. Les plongées actuellement rentables sont les plongées de 450 mètres maximales, où le plongeur peut faire un travail. Oui, rien ne sert de plonger si on ne peut effectuer un travail efficace sans risque. Surtout, on veut être sûr que les transformations subies par l'organisme ne sont pas irréversibles. On se force à accomplir tous les gestes avec beaucoup de maîtrise, de façon à avoir toujours en ressource une énergie supplémentaire, au cas où on soit surpris par, soit par un essoufflement, soit par un effort non prévu à fournir. Et c'est toujours cette ressource qu'il faut pouvoir garder. Vous avez le sentiment d'avoir pris des risques. C'est pas une aventure, on part pas sans être au courant du tout de ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a derrière nous, tout ce que représente l'infrastructure qui est autour de ce que l'on fait.
Après 11 années de blocus, la frontière entre Gibraltar et l'Espagne sera prochainement réouverte. Les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne et d'Espagne vont une nouvelle fois se rencontrer pour fixer la date. La situation avait été imposée par Franco en 1969, mais le gouvernement espagnol a depuis accepté de suspendre toutes les restrictions imposées à Gibraltar, qui est une colonie britannique depuis 1703, mais que les Espagnols ont toujours revendiqué. Reportage Alain Schneider. Tous les jours à 18 h se déroule au poste frontière la même cérémonie, le baisser du drapeau. Hier, personne n'y prêtait attention. Aujourd'hui, on observe en ce lieu une certaine animation. Les Espagnols ont procédé récemment de leur côté à quelques travaux qui laissent prévoir une ouverture imminente de la frontière. Cet événement va sans aucun doute bouleverser la vie des quelques 30 000 habitants de la colonie britannique qui s'étaient habitués à ce blocus instauré par Franco en 1969. Nous avons survécu. Des restrictions ont été imposées dans le cadre d'une politique visant à nous étrangler. Mais on peut se rendre compte que nous avons été capables de survivre au blocus et que la vie maintenant est plus prospère qu'elle l'était avant, quand la frontière était ouverte. Pendant ces années de blocus, ils se sont détournés du mur de l'ail, comme disent les Anglais par dérision. Le Maroc leur a fourni de la main-d'œuvre et des denrées alimentaires. Londres leur a accordé des crédits. En un mot, les affaires ont prospéré. Peu à peu, les habitants du Rocher ont pris conscience de leur identité. Génois, Maltais, Hindous, Juifs venus du Maroc se sont sentis de plus en plus gibraltariens. On en compte à peu près 20 000, auprès desquels vivent 6 000 Britanniques et 4 000 travailleurs étrangers, marocains pour la plupart. La colonie se gère elle-même. Elle dispose d'un gouvernement et d'un parlement de 15 membres élus, dont la grande majorité est favorable au maintien du rattachement à la Grande-Bretagne. C'est anglais, c'est drôle et c'est au soleil, dit la publicité. Certes, les pubs sont identiques à ceux de l'Angleterre, mais dans les conversations, c'est la langue espagnole qui est employée, parfois enrichie de quelques mots d'anglais. Les deux influences se mélangent aussi dans les rues. En revanche, dans les esprits et dans les cœurs, la distinction est très nette. Les Gibraltariens sont très méfiants envers les Espagnols. Si c'était une question de bonne volonté de la part des Espagnols, la frontière se serait ouverte au cours des 4 années qui viennent de s'écouler, car voici 4 ans que la démocratie existe en Espagne et rien ne s'est produit. La population dans son ensemble n'est pas hostile à l'ouverture de la frontière. Elle en mesure les avantages pour le commerce et le tourisme, mais en redoute aussi les inconvénients pour l'emploi et la circulation des véhicules. En réalité, chacun a conscience que l'ouverture de la frontière est en quelque sorte une condition à l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne. Il est reconnu en Grande-Bretagne que le Parlement serait réticent à ratifier l'entrée de l'Espagne dans la communauté avec une frontière fermée. Par ailleurs, le destin de la colonie britannique est lié à l'OTAN. C'est en effet une base militaire que la couronne met à la disposition de ses alliés. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'importance réelle de ce rocher de 5 km² 600, tandis que les armes sont de plus en plus sophistiquées et que se développe la stratégie des missiles nucléaires mobiles. La question de savoir si des missiles sont installés dans le ventre du rocher est devenue sans intérêt. L'appartenance de l'Espagne à l'OTAN autoriserait la présence de ses militaires dans la base de Gibraltar. Je pense que l'Espagne va petit à petit imposer sa présence militaire à travers l'OTAN. L'influence britannique va diminuer progressivement au profit d'une influence plus large des pays de l'OTAN, en particulier de celui présent sur les lieux, c'est-à-dire l'Espagne. Les Espagnols préféreront sans doute ce processus de pénétration lente à tout règlement politique trop rapide. Car en face, les Marocains s'apprêtent à soulever la question des 2 enclaves espagnoles sur leur territoire, Melilla et Ceuta, dont on distingue les contours dans la brume. De leur rocher, les célèbres singes de Gibraltar vont donc assister très prochainement à l'ouverture de la frontière et voir déferler les Espagnols. La légende veut que lorsqu'ils disparaîtront, les Britanniques s'en iront. Aujourd'hui, les soldats de Sa Majesté continuent de les nourrir.
Voilà, nous allons rester avec des Méditerranéens maintenant, Robert Castel et Daniel Saint-Amand, à l'occasion de la sortie d'un film sorti cette semaine, mercredi prochain. Un film dont je vous lis le titre, parce qu'il n'est pas facile du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Vous pouvez nous expliquer en 3 mots, Robert Castel? C'est un titre qui est une boutade. C'est pas tout à fait. C'est un petit peu pour donner le ton. Redis-le avec l'accent. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour... On me demande de le redire. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? C'est un titre qui est un petit peu une boutade, qui donne un petit peu le ton du film, qui comme chacun le présume, n'a rien à voir avec Richard IV de Shakespeare. C'est rien à voir avec Hamlet. Encore que, par mon personnage, Elsener et moi, on se rapproche un petit peu. Comme je vous disais au début de l'antenne, je suis venu de Reykjavik, en Suède et en Norvège. Oui, d'ailleurs, ça s'entend. Mais indépendamment de ces questions de phonie, ça c'est des détails, tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est une comédie et qu'avec un titre pareil, ce que je voulais dire, c'est que le ton est un petit peu donné sur c'est une comédie genre difficile s'il en est. Robert Castel, on en reparle dans un instant. Je vous propose tout de suite de voir justement un extrait de ce film pour voir que ça n'a rien à voir avec Hamlet. Oui, absolument. Alors là, vous allez... Il est fou de moi, ton polyvalent. Quelqu'un il m'aime et qu'il est amoureux de moi, c'est ça qui te fait rire? Je veux que ça me fait rire, oui. Ça me fait mourir de rire. Ça me stupéfie. Ça me dépasse. Ouais, ça me passe pas. Là, je l'ai là. Alors ce type-là, je savais qu'il était pourri jusqu'à la moelle. Ça, je pouvais te le signer. Mais qu'il était fou, alors ça, je savais pas. Ah, parce que d'après toi, il faut être fou pour me vouloir. Fou, dingue, maboule, morbot, tapé, sonné, givré, frappé complètement. Complètement tapé. Mais tu n'as rien compris, ma pauvre vieille. Mais ce type, il en veut pas de toi. Ils s'en fout de toi, ce type-là. Ce qu'il veut, ce type, c'est me ridiculiser à moi. C'est m'humilier à moi. C'est m'atteindre à moi. C'est me prendre à... C'est ça que tu dis, Gabi. Personne n'y peut me vouloir. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais Odette! Bon, Odette, Bravo, maman, j'ai tout entendu. Bravo. Si entre mari et femme, on peut plus discuter normalement, alors... On mange bientôt? Toi, ta langue, tu te remets à tourner 100 fois avant de parler. Et Barbara, elle mange pas avec nous? Voilà donc un extrait de ce film, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Daniel Saint-Amand, vous avez signé le scénario du film avec votre frère Yann. Qui a réalisé également. Qui a réalisé le film. C'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Et c'est ça le problème central. C'est son meilleur d'ailleurs. Ce qu'on a d'ailleurs. vu un petit peu, c'est la dispute permanente entre Gabi, le mari. Ça, ce que vous avez vu, il parle beaucoup, il parle plus que moi. Là. Pardon. Ce que vous avez vu, non mais je suis payé pour ça. Ce que vous avez vu, c'est le moment de la crise. Parce que en quelques mots, parce qu'on ne peut pas rester jusqu'à 8 heures, c'est dommage parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est vraiment court ce journal. Bon, enfin, c'est le moment de la crise. C'est quelques jours dans la vie de ce type-là, qui est un dominateur, un macho. Et ce que vous avez vu, c'est l'histoire, c'est la crise qui va tout déclencher. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je demande aux gens d'aller voir et ils découvriront tout un univers. Oh, les qualificatifs me manquent, je préfère vous les laisser parce que vous êtes journaliste. Mais laissez parler un petit peu Daniel Saint-Amand. Oui. Ce que vous racontez quand même dans ce film, c'est le problème du Méditerranéen qui se retrouve... C'est le macho, c'est l'homme de 45 ans. Il a toujours cru que sa femme était à sa botte et d'un seul coup elle s'en va, elle le laisse seul et c'est sa réaction. Il est complètement désarmé. En fait, c'est son univers qui s'écroule et à partir de là, on a plein de ressorts comiques. Et bon, avec Robert Castel, évidemment, le succès est assuré parce que je crois que c'est un... Oui. Je tiens à le dire, on va découvrir un nouveau Robert Castel. Je crois qu'il éclate dans le comique, littéralement. Et à mon avis, il faut absolument aller voir ce film. Vous avez écrit l'an dernier Le coup de Sirocco, un livre qui a été porté au cinéma aussi. Mais là, on parlait aussi des gens qui revenaient d'Algérie, qui avaient vécu cet exode. On parlait des pieds noirs. Il a peur de le dire. Non, pas du tout. On parlait des pieds noirs, mais on en parlait les gens d'Algérie, c'est sérieusement. aussi respectable. C'était l'exode, c'était le drame. Et aujourd'hui, c'est 20 ans après. On peut en sourire aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire... Non, enfin, on ne peut pas en sourire. Il y a toujours des problèmes. Mais enfin, c'est 20 ans après. Donc, on peut commencer quand même à vivre normalement. On le fait depuis longtemps. Non, mais c'est pas le sujet du film. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien de politique. Je veux dire qu'en dehors du fait que dans les rapports, dans les situations, vous allez voir évoluer des gens qui sont méditerranéens dans leur façon d'approcher
appréhender les choses. Et dans l'humour, c'est un film, c'est une crise qui aurait pu se passer en Bretagne, à Fécamp ou à Dunkerque. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Bon, c'est un petit peu spécifique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est spécifique. Comme disait notre maître à tous, plus on est spécifique, plus on est universel. C'est vrai, des archétypes. Non, mais c'est bon, vous marrez là. Mais c'est vrai que plus c'est spécifique, plus. Pourquoi le Marius de Pagnol s'est traduit dans le monde entier? Il n'y a rien de plus il y a rien de plus marseillais que la trilogie de Pagnol. Et c'est traduit dans le monde entier. C'est à Lille aussi, on peut aller le voir. Oui, à Dunkerque, à Tamanrasset. Donc on va voir à partir de mercredi dans les salles. Je vous rappelle le titre, c'est important de le retenir. Notez-le si vous le pouvez. Mais qu'est-ce que j'ai... Allez-y, répétez-le. Et apprenez-le, vous le direz. Répétez-le. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Je vous le redis encore une fois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On retrouve René Tendron à la Bourse de Paris. Spécifique Jean-Pierre Pernaut, ce qui fait qu'elle est elle aussi universelle. Malheureusement, aujourd'hui, à la Bourse de Paris, on ne pourra pas vous présenter les tableaux. Nous avons quelques petits problèmes techniques. En fait, il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à retenir aujourd'hui, sinon. D'abord, la baisse du dollar. Le dollar est revenu tout à l'heure à 4 francs 13,5. Il était monté à 4 francs 15. Et vous vous souvenez sans doute que la semaine passée, il avait progressé en quelques jours, autant que ce qu'il avait perdu, disons, en 3 ou 4 mois. Alors on s'était interrogé sur cette reprise de la monnaie américaine, on avait évoqué la remontée légère du loyer de l'argent aux États-Unis et la diminution du déficit commercial aux États-Unis. En fait, c'était un peu exagéré, mais probablement que cela a suffi à influencer les vendeurs à découvert de dollars et c'est la raison pour laquelle, s'étant rachetés, ils ont favorisé une très forte hausse de la monnaie américaine et le mouvement semble pour le moment terminé. Deuxième chose, ici en France, comme dans le reste de l'Europe, malgré la légère remontée du loyer de l'argent aux États-Unis, c'est la détente sur les taux d'intérêt en France et dans la plupart des pays européens. Et aujourd'hui, sur le marché monétaire, le loyer de l'argent, au jour le jour, est revenu à 11,5/8, c'est-à-dire qu'il a encore baissé d'un quart de point, ce qui devrait favoriser la détente des taux d'intérêt dans les banques. Cela dit, ça ne favorise pas beaucoup la Bourse de Paris aujourd'hui. Les valeurs françaises sont assez irrégulières, avec des écarts très peu significatifs. Je vais vous en donner quelques-uns. Dans le sens de la hausse, nous avons Moët-Hennessy en hausse de 6 francs à 563. La Lyonnaise des Eaux à 371 francs gagne 6 francs également. Et je pense que vous vous êtes intéressé par le cours de l'Aquitaine. Alors, 1 franc de hausse aujourd'hui sur l'Aquitaine qui avait beaucoup baissé la semaine dernière, je vous le rappelle. Dans le sens de la baisse, 3 mouvements importants me semble-t-il, BIC, Roussel-Uclaf et le Quindus. Enfin, dernière chose, le marché de l'or. Le marché de l'or, une légère tension, mais très très légère. C'est même pas une tension sur le marché international, 25 cents de mieux sur l'once d'or fin à Londres ce matin, 622,25 $. La barre à Paris, par contre, est un petit peu plus soutenue, 700 francs de hausse à 84 000. Le lingot gagne 205 francs à 83 495. Le Napoléon 4 francs 10 à 745,10 et un mouvement important. Le 4,5% indexé sur le Napoléon a gagné 35 francs à 2487 francs. Il est même en amélioration derrière à 2495 et 2493. Le 7%, lui, indexé sur le lingot, est en baisse profonde, 7940 francs, moins 275 francs. Des arbitrages vraisemblablement dus à des changements de position après les indications selon lesquelles le parti de M. Ronald Reagan serait favorable à une réinsertion de l'or dans le système monétaire international. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Pierre Pernaut. Merci René Tendron. Une dernière fois, répétez. Oui, je voudrais répéter ce titre du film qui sort le 6 août sur tous les écrans parisiens et nationaux, qu'on va apprendre d'ailleurs dans les écoles. On va l'apprendre dans les écoles. Comme punition, on dira copiez-moi 50 fois. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? On va revoir un petit peu l'accent. On vous laisse l'après-midi. Ce soir à 20 h, vous retrouverez Dominique Baudis pour le prochain journal. Au revoir et très bon après-midi à tous.